Oui, c'est un changement de style, même si il s'est fait de manière très, très naturelle. C'est-à-dire que je ne me suis pas obligée ou je ne me suis pas dit, tiens, il faut écrire une saga. C'est que c'était le moment pour moi d'écrire quelque chose d'un petit peu plus long, avec plus de souffle. Et j'avais envie surtout de suivre des personnages pendant très longtemps. Et puis surtout, j'étais frustrée parce que moi, je suis une grande lectrice de sagas, que ce soit sur les États-Unis, sur l'Amérique du Sud, bien sûr sur la France ou la Russie. Et je me disais, mais pourquoi nous, les Maghrébins, on n'a pas nos grandes sagas à nous, alors qu'on est des pays avec une histoire tellement incroyable, tellement romanesque, avec de la magie, avec de la colonisation, avec des guerres, avec tout ça, des tribus, il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne saga et pourtant on ne l'a pas encore écrite, donc j'ai décidé de l'écrire à ma manière. Qui va nous mener d'abord dans les années 70, enfin la fin des années 60, les années 70, parce que c'est vrai que souvent en Occident, les gens vous disent « Ah, mais dans les années 60, les Arabes, entre guillemets, ils étaient beaucoup plus ouverts, les femmes, elles étaient en mini-jupe dans les rues et tout ça ». Et je voudrais leur montrer que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Que les années 60, c'est vrai que c'était un âge d'or, qui était juste après la colonisation, où la jeunesse pensait qu'ils allaient construire des pays nouveaux, indépendants et modernes, mais qu'il y a eu des difficultés qui se sont mises sur leur route et notamment des régimes très répressifs. Et la dernière partie, effectivement, ce sera ma génération, donc celle de la mondialisation, celle de l'immigration en Europe et celle de l'islamisme et du terrorisme aussi. Sur le métissage. Oui, le citranche, c'est une réflexion sur le métissage, sur qu'est-ce que c'est qu'être deux choses à la fois. Est-ce qu'on peut être deux choses à la fois? Est-ce qu'un fruit peut être à la fois une orange et un citron? Ou est-ce que pour être mangeable, il faut être une orange ou un citron? Est-ce qu'on est obligé de choisir? Et ma réponse, je crois, c'est que ça dépend évidemment des époques. Je pense que dans une époque comme celle de ma mère, quand elle était enfant, c'était très dur d'être une enfant métisse parce que les gens vous regardaient comme un être un peu bizarre, un peu inquiétant, comme un traître. De quel côté tu es? Avec qui tu es dans quel camp? Et je pense que nos sociétés, notre époque est peut-être une époque plus propice à être des métisses et que nous, les métisses, on a beaucoup à apporter à nos sociétés par le fait qu'on montre justement de manière concrète et évidente qu'on peut vivre ensemble et qu'on peut être plusieurs choses à la fois. Oui, dans le monde arabe, je dirais peut-être Naguib Mahfouz, je dirais peut-être Taha Hussein, qui justement c'est assez drôle, par exemple un écrivain comme ça qui est un écrivain aveugle et qui va être lui particulièrement sensuel, justement parce qu'il ne voit pas, donc il touche, il sent par d'autres moyens que la vue. Dans la littérature marocaine aussi, je crois que les écrivains sont très sensuels. J'étais tout à l'heure à la librairie, j'ai vu Najat El-Hachmi, elle écrit d'une manière très sensuelle, mais parce que je crois que dans des civilisations où le corps est empêché, vous êtes obsédé par le corps. Moins vous avez le droit de sentir, de sortir d'une forme de nudité et d'impudeur, et plus vous êtes obsédé par ça. Et puis par ailleurs, dans un pays comme le Maroc, c'est des pays où on aime manger, on aime s'embrasser, on aime profiter de la nature, on aime les odeurs, les couleurs. Les femmes portent des vêtements de toutes les couleurs. Ma grand-mère me racontait quand elle est arrivée la première fois au Maroc, elle m'a dit la première chose qui m'a frappée, c'est la couleur. Elle m'a dit d'un coup, je voyais dans la rue du rose, du jaune, du vert, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc nos pays, ce sont aussi des pays de la sensualité. Je crois, oui. Moi, quand on me demande qui je suis, je réponds soit que j'en sais rien, soit que je suis moi. Mais je ne peux pas vous dire plus que ça. Je ne sais pas qui je suis. Ce que je sais, c'est que je suis comme vous, c'est que je me reconnais dans vous et que j'espère que vous vous reconnaissez dans moi. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps, surtout en ce moment, à se définir toujours comme différent. On veut toujours appartenir à une tribu particulière. On revendique toujours notre droit à la différence. Je suis un arabe, je suis un homosexuel, je suis un noir, je suis une femme. Bien sûr, c'est important et c'est très bien qu'on mène ces combats. Mais il ne faut pas oublier aussi de se battre pour l'autre chose qui est de dire « oui, je suis ça, mais je suis comme toi en même temps. Et on appartient à la même espèce et on fait partie du même monde et on a un destin commun. » Et je crois que voilà, on s'est rendu compte avec
avec ce virus. On a beau avoir des couleurs de peau différentes, on a beau être très différents sur plein de choses, eh bien, face à un virus, on est tous les mêmes et on meurt de la même façon. Donc rappelons-nous quand même qu'on est certes différents, mais en fait les mêmes. Non, je pense que l'écrivain, il fait ce qu'il veut. On n'a pas à lui dire s'il doit ci ou il doit ça. L'écrivain est libre par définition. Il fait comme il veut, comme il peut aussi. Mais je crois que plus que jamais, on a besoin de beauté. On a besoin de poésie. Et moi, j'ai envie de m'enfermer chez moi et d'écrire. Et ça peut paraître bizarre. On peut se dire, mais à quoi ça sert la littérature dans un moment comme ça? Ben, je crois que c'est la chose qui a le plus de sens. Il y a plein de choses qui n'ont plus de sens. Mais la littérature, elle a du sens. Lire des beaux livres, moi, ça continue à me bouleverser et ça me donne foi dans l'humanité.